Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis ravie d'être là en préambule de cette conférence. Je voudrais remercier madame Cecilia Casiraghi de m'avoir sollicité pour cette conférence, le Garden Club de Monaco, et puis particulièrement Geneviève Antonat, que j'ai connue via mes ateliers de parfum. Alors plutôt en Pays de Grâce, je me rends rarement à Monaco, c'est pour cela que je suis d'autant plus contente. Et nous avons eu l'occasion, Geneviève et moi, de parler de l'iris à l'époque, et c'était une belle collaboration. Donc elle m'a, j'allais dire, invitée et grandement sollicitée pour cette conférence. Je suis une amoureuse des roses. Et puis, je suis entrée en parfumerie il y a quelques années. Il y a 20 ans aujourd'hui, figurez-vous. C'est un bel anniversaire pour moi. Et je suis très heureuse de le fêter avec vous. Il y a 20 ans, j'ai créé ma société qui s'appelle Connaissance, après une année d'études au Grasse Institute of Perfumery. Alors, les études au Grasse Institute of Perfumery, elles sont passionnantes. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la parfumerie n'est pas que de la chimie. Je sais que vous ne le pensez pas, mais si toutefois vous pensiez que la chimie était très importante, moi je vais lever cet a priori et vous allez voir en sentant quelques petits parfums tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas envisager une conférence sur la parfumerie et sur les roses sans vous les faire sentir. Alors je ne vous les ai pas amenés, mais j'ai amené leur essence. Et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, cette conférence, j'aime les roses, j'aime les parfums bien sûr. J'ai appris à mémoriser les différentes essences. Et jusque-là, vous suivez. Si c'est compliqué, vous me le dites. Vous aurez le loisir de me poser autant de questions à l'issue de la conférence. Mais sentir les roses, les découvrir et en connaître leur histoire, c'est vraiment très important et quelque chose qui me tient à cœur, au-delà de la parfumerie. Puisque mes premières amours, ce sont les plantes à parfum et ce sont les roses. Il y en a véritablement de grandes variétés, vous les connaissez. Et puis je ne suis pas là pour vous faire un cours ou une conférence sur les roses, mais je suis là justement pour vous amener à cette réflexion à quel point les deux roses qu'on utilise en parfumerie sont importantes, sont uniques et sont exceptionnelles. Alors, si on peut faire un petit brin d'histoire, et je vais y venir, vous le savez, la rose est symbolique et elle fait partie de l'histoire de l'Antiquité, et elle a un petit peu une symbolique de séductrice, et vous le voyez, puisque au final, elle a plus que servi à séduire. Et elle a servi à séduire, elle a particulièrement été appréciée en Perse, en Iran, et puis elle est arrivée dans le bassin méditerranéen, bien sûr. Et elle était vraiment adulée par les Grecs, les Romains. Petit clin d'œil quand même à ces moments très particuliers des Romains où, a priori, la légende, parce qu'il y a beaucoup de légendes en parfumerie, a priori, la légende était que ces pétales de rose servaient à couvrir l'odeur du vin. Parce que pendant ces moments un petit peu décalés, les Romains se servaient peut-être de cette rose aussi. Pas uniquement. On est aussi en Antiquité, elle permet de séduire. Cléopâtre et l'Égypte a tenu un rôle très important dans l'histoire de la parfumerie. Les Égyptiens, les prêtres égyptiens, les religieux étaient probablement les premiers parfumeurs. Pourquoi ? Parce que dans les temples et auprès des dieux, ils faisaient déjà brûler des résines. Alors c'était des résines, il n'y avait pas de procédé d'extraction, de distillation à l'époque, donc on n'arrivait pas à capturer vraiment l'odeur de ces fleurs et de ces roses, mais ils avaient déjà la possibilité, j'allais dire, de brûler ces matières odorantes, et notamment, vous savez, ces premières résines. Et là, je fais appel à votre mémoire olfactive, celle qu'on peut sentir aussi dans les églises. C'est l'encens et la myrrhe qui se trouvent dans les encensoirs, et les prêtres égyptiens, ils avaient très bien compris. C'était les premiers parfumeurs, on va dire, qui ont brûlé ces résines à travers la fumée. Je suis persuadée que vous avez fait du latin. Parce que quand on est amoureux des plantes, on connaît la botanique, et vous savez que la botanique, souvent c'est du latin. À travers la fumée, en latin, se dit perfumum. Et c'est probablement à travers la fumée, perfumum, ce nom, qui a donné bien plus tard le nom de parfum. Donc là, vous apercevez Cléopâtre.
elle séduit Marc-Antoine en enduisant les voiles de ses navires, soit de rose, soit de jasmin. Donc c'est vraiment cette connotation de séduction, même si au départ, c'était vraiment pour communiquer avec les dieux. Moi, j'aime beaucoup ce tableau, vous le connaissez certainement. Alors la prochaine fois, si vous allez à la Galerie des Offices l'admirer, j'espère que votre œil se portera sur ces roses qui entourent donc cette naissance de Vénus, parce qu'elle est là aussi symbolique véritablement de cette histoire d'amour qu'il y a entre les humains et entre les roses, avec cette symbolique de rose qui se répand autour de Vénus. En Grèce également, avec Aphrodite. Et puis, on en vient au Moyen-Âge. Alors, vous voyez, je fais un saut très important dans le temps, parce que si je devais vous conter l'histoire de la parfumerie, et notamment j'enseigne à l'École supérieure du parfum, qui est une école très prestigieuse dans la ville de Grasse, puisque j'ai fait mes études à Grasse et j'y ai habité longtemps, j'enseigne l'histoire du parfum. Et l'histoire du parfum est très intéressante parce qu'elle met justement en avant toute l'utilisation, la symbolique de ces plantes à parfum, parce que la rose, aujourd'hui on parle de la rose, et puis je suis là pour en parler, mais il y a aussi beaucoup d'autres fleurs qui vont donner leur lettre de noblesse à la parfumerie, et notamment une fleur que vous connaissez certainement, qu'on appelle le jasmin, et qui fait les beaux jours de l'été à Grasse. Au Moyen-Âge, on la retrouve, cette rose. Elle est magnifique. Elles sont encore parfumées, les roses, à cette époque-là. Et puis, elles sont cultivées dans les jardins monastiques. Elles sont cultivées par des religieux. Elles sont cultivées par des religieuses. Pas uniquement en France, bien évidemment. L'Italie joue un grand rôle aussi. On a ces matières premières qui arrivent. On a l'iris, on a la fleur d'oranger. Mais cette rose, elle a toujours une importance très particulière dans l'histoire de la parfumerie. On la retrouve dans les jardins des monastères. On la sent encore, elle est très parfumée, elle est montante, elle est buisson. Alors, elle a bien évidemment peut-être beaucoup moins de variétés à cette époque-là, mais ce sont les religieux qui vont tenir des registres et qui vont écrire sur cette rose et qui vont la décrire, parce que c'est très important. C'est pas uniquement la couleur, vous le savez, c'est aussi le parfum, la tenue et beaucoup d'autres choses. Donc, on passe directement du Moyen-Âge, et puis moi, j'aime toujours beaucoup parler de cette dame, parce que j'en parle beaucoup dans l'histoire du parfum, c'est Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, elle adore la rose. Elle en met dans ses jardins aussi. Alors, elle adore l'iris aussi. Elle va chercher cette poudre d'iris qui vient des rhizomes à l'officine pharmaceutique Santa Maria Novella. Vous connaissez peut-être cet endroit qui est magnifique. Donc, on est à la Renaissance. On va faire encore un petit bond, mais pas trop non plus, pour simplement distiller, c'est le cas de le dire en parfumerie, ce brin de poésie sur bien évidemment, ce poème que vous connaissez, qui met en scène la rose, qui est de Pierre de Ronsard, avec, si je ne me trompe, puisque je sais que vous êtes des grands spécialistes de la rose, il me semble que c'est de la rose Pierre de Ronsard. Je ne suis pas certaine, vous me le direz en tous les cas. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui adorait la rose. Marie-Antoinette qui, jeune Autrichienne, vient en France, arrive en France à Versailles, et elle va faire cultiver et créer les jardins du Petit Trianon. Et je pense que tout le monde ici se souvient de ces magnifiques jardins. Elle, c'était une amoureuse des fleurs, c'était une amoureuse de la rose. À l'époque, les célébrités, les têtes couronnées, avaient leur parfumeur. Le parfumeur de Marie-Antoinette s'appelle Jean-Louis Fargeon. Il est extrêmement talentueux, il vient de la ville de Montpellier et il va créer pour Marie-Antoinette les plus belles fragrances et les plus beaux parfums à la rose. Un brin de symbolique. Vous serez d'accord ou pas avec moi, il me semble que la rose rouge, elle est symbole de passion. Il me semble que la rose de couleur rose, c'est ma préférée, elle est symbole d'affection. La blanche, on la retrouvera très souvent pendant les cérémonies, les mariages, parce qu'elle est symbole de pureté. Orange, c'est l'admiration. Et puis on peut finir par jaune, qui est l'amitié. Après, il y a beaucoup d'autres couleurs, beaucoup d'autres nuances, beaucoup d'autres variétés. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire ce petit clin d'œil de symbolique pour vous rappeler que, bien, peu importe l'occasion, j'allais dire, quand on veut souhaiter une fête, un anniversaire ou déclarer sa flamme, c'est à la rose qu'on va penser et c'est la rose qu'on va aller cueillir sous forme de bouquet. Il y a bien un début. Et le début, c'est l'églantier.
c'est celle-ci. Alors elle est très simple, vous la voyez, on appelle ça le rosier sauvage ou l'églantier. C'est celle qui serait à l'origine de toutes ces différentes variétés de roses. Vous voyez qu'elle est très simple. Et alors l'ancêtre l'églantine, c'est Rosa eglanteria, et puis le L, vous le connaissez certainement, hein. Le L, c'est Linné, qui véritablement, lui, vers 1750, a modifié, j'allais dire, a révolutionné la classification botanique des fleurs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Rosa, eglanteria, et puis on verra par la suite, pour ce qui est des autres roses dont je vais vous parler, qu'elles ont un nom différent, mais un nom très simple. Les familles. Je ne suis pas là pour vous faire un cours sur la botanique. Je n'en suis pas capable. Moi, c'est vraiment la parfumerie. Mais pour autant, je sais qu'il y a énormément de roses, de variétés de roses, et on peut faire le distinguo, en tous les cas, nous, on le fait en parfumerie, entre les roses parfumées et celles qui ne le sont pas. Moi, je suis toujours très triste de rencontrer des roses et de mettre le nez sur une rose qui est magnifique et de voir que son parfum est très subtil, voir qu'elle n'a pas de parfum. Mais ça, c'est mon point de vue. Je sais que si, en art floral, vous allez utiliser des roses avec des tenues exceptionnelles, donc il n'y a pas de débat, hein. Je ne suis pas là pour vous faire l'apologie des roses parfumées, mais pour vous dire que c'est celles qui nous intéressent. Alors au fil du temps, il y a eu beaucoup de croisements naturels, d'hybridation, et spontanément ou pas, et puis est arrivé... Donc ça, c'est pour les rosiers anciens, voilà. Et puis est arrivée une date butoir dans l'histoire des roses, c'est celle qu'on appelle l'histoire des rosiers modernes, avec probablement le premier rosieriste, Monsieur Guillot, qui a mis au point cette rose qui s'appelle la France et qui a véritablement mis l'accent sur autre chose. Et quand je vous dis autre chose, c'est qu'encore une fois, je n'ose pas insister, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la fragrance. Alors, les rosieristes nous interdisent de parler de parfum et les parfumeurs nous interdisent de parler de fragrance. Donc, on ne sait plus trop où on en est. Moi, je vous parlais de fragrance et quand je vous parle de fragrance, c'est aller au cœur de la fleur. Qu'est-ce qu'il y a dans une fleur? Il y a des cires végétales qui emprisonnent des molécules odorantes. Et les molécules odorantes, ce sont celles qui nous intéressent en parfumerie. Alors, il y a de la couleur aussi, bien sûr. Je vous invite à passer... Alors, j'espère que ça va marcher. Est-ce que je dois appuyer sur un autre bouton pour la vidéo? Je lance la diapo. Voilà. Historiquement parlant, il est intéressant de suivre un petit peu l'histoire de la fragrance. Les roses anciennes, les roses de nos grands-mères, les roses du XVIIIe siècle, étaient toutes à fragrance, étaient toutes parfumées. Les roses du XIXe siècle, jusqu'en 1950, étaient assez parfumées. Les roses de la deuxième moitié du XXe siècle avaient complètement perdu le parfum. La raison de cette perte de la fragrance, tout simplement, on voulait des pétales de plus en plus solides, de plus en plus résistants dans la durée de vie. Et évidemment, on a créé des épidermes très épais. Et ces épidermes très épais ne laissent plus sortir le parfum. Le parfum est potentiel, mais il est emprisonné et il ne s'exprime pas. Il y a eu un revers de situation avec les années 2000, où la clientèle a fait savoir que si vous voulez, messieurs, vendre des rosiers de jardin, il fallait ramener la fragrance, sinon ça n'intéresse plus personne. Vous savez tous que lorsque l'on se promène dans un jardin de roses, lorsque l'on cueille une rose, le premier réflexe c'est de la porter au nez pour mesurer et avoir la sensation de cette fragrance. Voilà, alors, je passe sur celle-là parce que c'est la plus précieuse à mes yeux. Et je vous présente la Rosa damascena. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux roses qui existent et qui sont utilisées en parfumerie, qui sont la rose de Damas et la rose de Grasse ou la rose de mai. Je commencerai par la rose de Damas. Donc elle vient de Perse et d'Iran. Plus précisément, elle arrive à Damas et elle est aujourd'hui cultivée en Bulgarie et en Turquie.
Nous ne sommes pas très loin de la ville de Grasse, du pays de Grasse. Certains d'entre vous ont peut-être déjà visité des champs de fleurs. Certains d'entre vous se sont peut-être attardés sur cette rose de Damas qui est présente dans la région, même si elle n'est pas cultivée en tant que telle. Mais depuis le XVIIe siècle, elle est cultivée en Bulgarie et en Turquie, avec des procédés très particuliers d'extraction. Je ne vais pas vous faire un cours sur la chimie, mais sachez, et vous le savez certainement, que le procédé qui va permettre de capturer le parfum, les fragrances de ces roses, c'est la distillation à la vapeur d'eau. Ça, vous le connaissez, celui-là. Distillation à la vapeur d'eau, on va monter en température. Cette rose de Damas, qu'on va vous distribuer dans quelques minutes, cette rose de Damas, elle a une particularité, elle a des facettes différentes. J'ai intitulé ma conférence « Facettes ». Pourquoi ? Parce que selon les variétés de roses, selon le terroir, les facettes sont différentes. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une facette ? Les facettes, c'est comme dans un diamant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facettes qui vont représenter en sorte cette rose. On parlera de facettes fleuries, évidemment. On parlera de facettes fruitées, mais bien poudrées ou boisées. Celle qu'on va vous distribuer, voilà, c'est de l'huile essentielle, donc obtenue par l'hydrodistillation, de rose turque. Donc cette Rosa damascena qui est cultivée en Turquie ou en Bulgarie. Celle-là, elle est turque. On l'a vaporisée il y a quelques instants pour que vous puissiez avoir la quintessence de cette rose. Et puis surtout, vous mettre dans la peau des élèves parfumeurs, parce que c'est l'idée aussi, et de dire, vous approchez la mouillette de votre nez, vous fermez les yeux et vous vous posez cette question, qu'est-ce que ça me rappelle ? Alors, la réponse, ce n'est pas la rose. C'est quelque chose de très personnel et quelque chose qui va, et vous le comprendrez aisément, à l'école de parfumerie, nous permettre de la différencier de l'autre rose. Qu'est-ce que ça vous rappelle ? Dans quel voyage ça vous amène ? Dans quel endroit ? Quelle personne ? Quel bouquet ? Quel jardin ? Je ne vais pas vous donner de réponse parce qu'il n'y en a pas forcément. Et puis je vais attendre que tout le monde ait la mouillette. Mais est-ce qu'elle vous plaît ? Vous n'êtes pas obligé de me dire oui, hein ? Parce qu'au final, cette huile essentielle de rose turque, elle est quand même un peu surprenante. Hein, voilà, c'est pas forcément les roses magnifiques sur lesquelles vous mettez le nez. Elle a déjà été, j'allais dire, transformée. D'accord ? Elle peut sentir l'artichaut. Ma foi, c'est ce qu'on dit. La culture de la rose en pays de Grasse, je vais vous en parler dans quelques instants. Gardez bien la mouillette. Pourquoi ? Parce que vous allez, dans quelques minutes, pouvoir sentir l'autre rose. Celle que nous préférons. Ça, c'est vraiment pour votre renseignement sur la Rosa damascena. Pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Voilà. La voilà. Alors celle-là, elle fait l'objet de convoitises extraordinaires. Pourquoi ? Elle s'appelle la rose centifolia, la rose à 100 feuilles. Elle est arrivée dans la ville de Grasse au XVIIe siècle. Savez-vous quelle était l'activité de la ville de Grasse avant la parfumerie ? Vous le savez peut-être. C'est la tannerie, c'est le cuir. Voilà, je vous entends. C'est la tannerie, c'est le cuir. Donc, on a un terroir très particulier à Grasse. On est entre mer et montagne, à 300 mètres d'altitude, avec un sol très riche. On a l'air marin qui se croise avec l'air de la montagne. Les préalpes ne sont pas très loin. Et puis, on a beaucoup de troupeaux d'ovins. On a beaucoup de peaux. Et on va commencer à tanner les cuirs et à traiter les peaux. Au tout départ, on utilisera des végétaux endémiques. Vous connaissez peut-être l'antisque et myrte. Il est tout à fait possible que vous les utilisez en art floral. Ça, je ne sais pas, mais c'est tout à fait possible. Mais ce sont déjà des végétaux odorants. Et puis Catherine de Médicis, dont je parlais tout à l'heure, arrive en France pour épouser Henri II et elle lance la mode des gants parfumés. Et là, on se dit, mais on a un véritable terroir à Grasse. On a déjà la capacité de cultiver ces plantes à parfum. On va les importer, on va les faire venir, et puis on va bien voir si elles vont s'y plaire ou pas. Et non seulement on a bien vu, mais on a senti d'une façon remarquable, puisqu'elle est arrivée au XVIIe siècle.
Et encore aujourd'hui, elle fait l'objet, je vous disais, alors pas de convoitise, mais elle va donner une essence qui est unique et exceptionnelle parce que nous sommes en Pays de Grâce. Alors quand je vous parle du Pays de Grâce, c'est pas uniquement la ville de Grasse, c'est tout autour. On en parlait tout à l'heure avec une dame. C'est aussi Place Cassier, mais c'est aussi, on va jusqu'à Fayence, à Calian. Donc c'est tout ce Pays de Grâce qui accueille cette rose. Le jasmin, bien sûr. Je fais une petite parenthèse, le mimosa, l'iris, la fleur d'oranger, le bigaradier et la violette. Mais moi, je reviens sur cette rose parce qu'elle nous tient à cœur et c'est elle qui a fait, j'allais dire, les beaux jours des fragrances. Donc, vous allez la découvrir. Merci beaucoup. On parfume les gants d'une façon magnifique. C'est difficile de parfumer des gants de cuir parce qu'il faut véritablement que l'odeur, que la fragrance de cette rose soit vraiment prégnante. Et vous allez voir, vous allez pouvoir constater la différence. Petite différence tout de même, je vous le dis. La deuxième mouillette que vous allez avoir, d'abord vous allez reconnaître la couleur, elle est très particulière. Et puis, elle est beaucoup plus pure, beaucoup plus concentrée que l'autre. Parce que l'autre est en solution dans l'alcool. C'est pas qu'elle est... Mais bon... En tous les cas, pour moi, celle que vous allez sentir, c'est la meilleure. On a cette petite flasque, là, vous voyez. Alors, si vous saviez à quel point il m'a été difficile d'obtenir ces quelques millilitres de rose centifolia, même en parfumerie, parmi les professionnels, on me dit « Ah non, cette année... On n'en a pas. Hein. Tous les transformateurs l'ont transformé, donc on en a très peu, mais on ne peut pas vous la confier. Donc là, j'ai quand même beaucoup insisté en disant mais j'aimerais bien faire sentir aux Monégasques, si vous êtes Monégasques tous, la rose centifolia. Vous voyez qu'elle est très différente. Vous préférez laquelle ? Bon, on ne va pas débattre. La deuxième, cette Rosa centifolia, pour vous donner une toute petite explication technique, elle n'est pas distillée parce qu'en plus, autant elle est très capricieuse, il en faut énormément de quantité pour arriver à 1 litre, mais en plus elle ne supporte pas bien la chaleur. Donc il a fallu mettre au point un procédé où on va la laver avec un solvant. Avant, c'était l'enfleurage à froid sur la graisse. On va la laver avec un solvant volatile à 40 degrés. Première étape, une concrète, c'est un mot magnifique. La concrète, c'est superbe. Deuxième étape, l'absolu, qui est dans cette petite fiole. Vous avez une idée des quantités de roses qu'il faut pour arriver à 1 litre d'absolu ? 1 tonne. 1 tonne. 1 tonne de fleurs pour arriver à 1 litre, ce qu'on appelle l'absolu. Alors c'est vraiment un très joli nom, d'accord ? C'est magnifique. Alors je vous vois tourner les mouillettes, vous avez raison, sous votre nez pour vous dire « Ah mais oui, alors si on est parfumeur, on ne va peut-être pas uniquement s'orienter vers une rose de Damas. On va peut-être aussi ajouter un tout petit peu de rose turque. C'est comme ça que ça se passe. » Cette Rosa centifolia, elle a des facettes extraordinaires. Elle est poudrée, elle est boisée et elle est un petit peu épicée. Parce que figurez-vous, quand on fait de la chimie, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de son essence, on a aussi des molécules qui sont dans le clou de girofle. Et ces molécules, elles se développent d'une façon très différente selon le terroir. Petite question à nouveau, cette Rosa centifolia, quand elle est cultivée au Maroc, la même variété, Maroc, pensez-vous qu'elle donne les mêmes facettes d'essence ? Du tout. C'est pour ça qu'on préfère la nôtre. Mais on a peu de champs. Si vous connaissez l'histoire de la parfumerie à Grasse, l'âge d'or de la parfumerie, c'était entre 1930 et 1950. On a retrouvé des photos d'archives et on a même dans notre famille, enfin, si on est en Pays de Grasse, des personnes qui ont cueilli la rose, qui ont cueilli le jasmin et qui vous disent « Ah, c'était difficile, c'était très difficile parce qu'elle est uniquement cueillie à la main, encore maintenant. » Parce qu'on va sélectionner la fleur épanouie, cette rose épanouie, et très rapidement, on va la mettre dans des sacs d'étoiles de jute, des sacs de jute, pour qu'elle respire, qu'elle puisse avoir le meilleur d'elle-même, et on va l'amener dans des usines pour la transformer, avec cette extraction au solvant volatile. Ça dure 1 journée, et au final, le produit qui est l'absolu, qui est dans cette petite fiole, 1 litre, ça coûte très cher. Très très cher. Vous pouvez rajouter 3 zéros à quelque chose, au moins. On est entre 20 000 et 30 000 euros le litre.
C'est beaucoup. C'est pas la plus chère, hein. La plus chère étant l'iris. Mais tout de même. La plus chère étant l'essence d'iris. L'essence d'iris, c'est très cher aussi. Mais celle-ci, elle est très précieuse. Je terminerai l'histoire du Pays de Grasse parce que c'est quand même très important. Je vous disais que l'âge d'or, c'était entre les années 1930 et les années 1950. Et puis, les usines, les grandes usines qui sont de transformation, qui sont sur le Pays de Grasse, ont délocalisé la plupart de la production. Et là, on s'est dit, ah, peut-être que la main-d'œuvre est moins chère. Et puis, on peut les cultiver d'une façon beaucoup plus intensive ailleurs. Sauf qu'on a pris vraiment conscience et qu'on s'est aperçu que nulle part ailleurs, on obtiendra une essence qui sera magnifique dans les parfums. Donc voilà, pour vous dire ça, la dernière petite chose, parce qu'on en est fiers, avant de vous solliciter votre nez à nouveau, la dernière petite chose, c'est les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse. La culture des plantes à parfum, la transformation et l'art de composer ont été inscrits au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO en 2018. Et pour nous, ça a été une date qui a été très importante parce qu'une reconnaissance de l'UNESCO nous a permis aussi de poser une indication géographique sur cet absolu de rose. Donc vous voyez comment on arrive véritablement à préserver, à pérenniser les savoir-faire qui étaient sur le point de se perdre. Ça, c'est vraiment très important, pour les autres fleurs aussi. Alors, on a les parfums emblématiques, bien sûr, vous en connaissez certainement. Lequel vous vient l'idée? Le parfum. Un parfum très connu. Voilà, le 5 de Chanel. Ah, c'est pas lui. Le premier dont je voulais vous parler, c'est un parfumeur talentueux qui s'appelait François Coty, qui a été visionnaire de la parfumerie et qui a créé en 1904 cette rose Jacqueminot qui est très connue parmi les professionnels de la parfumerie. Rassurez-vous, le voilà. Alors, le voilà dans sa splendeur, en parfum. Et je vais faire aussi un parallèle avec l'histoire de Chanel et surtout l'histoire de Chanel qui souhaitait véritablement avoir une vraie traçabilité sur cette rose centifolia qui était cultivée à Grasse. Comment être assuré d'avoir la même qualité olfactive, les mêmes facettes? Eh bien, tout simplement en collaborant avec des cultivateurs. C'est ce que Chanel a fait, très précurseur, en 1987 à Grasse, et c'est allié la collaboration de la famille Mull, qui est à la Roquette-sur-Siane, et qui, depuis ce temps-là, collabore encore avec Chanel. Donc, la meilleure qualité de rose de Grasse, cet absolu, est contenu en petite quantité. Hein. On ne peut pas fournir la parfumerie entière dans la ville de Grasse, mais en toute petite quantité, dans le parfum. Donc vous connaissez la différence entre une toilette et un parfum, c'est vraiment une concentration différente. Dans le parfum Chanel numéro 5. Et celle-ci aussi. La vie est belle. Alors j'en profite pour vous lancer une invitation. Vous avez eu vent de l'installation de Lancôme au domaine de la Rose Lancôme à Grasse. C'est un endroit qui est exceptionnel, qui n'est pas ouvert tous les jours. J'ai le grand plaisir d'être guide conférencière et donc de mener des visites avec deux autres de mes collègues guides. C'est toujours un grand plaisir. Alors les places sont très limitées et la prochaine session, le 16 et le 17 mai, malheureusement, est complète, mais soyez attentifs parce que pendant les Journées européennes du patrimoine au mois de septembre, le domaine de la Rose ouvre ses portes et va vous permettre, au travers d'une visite guidée qui est j'allais dire exceptionnelle, gratuite, et qui va vous permettre véritablement de découvrir les trois pans de ces savoir-faire liés au parfum. Puisqu'on y cultive la rose, on vous explique comment on l'extrait, et puis vous avez tout l'art aussi de partager avec nous, les parfumeurs, autour de l'orgue, l'expérience de la parfumerie. Donc la vie est belle. Alors, si vous connaissez le flacon original, vous voyez qu'il est légèrement différent, parce que la vie est belle, rose extraordinaire, c'est cette édition limitée. Puisque je vous disais aussi qu'on n'a pas véritablement de quantité suffisante en parfumerie, et surtout avec les fleurs que nous cultivons à Grasse, pour pouvoir les retrouver cet absolu dans tous les parfums de Lancôme, dans quelques éditions limitées. Et ça, il est très important de le comprendre. La forme du flacon avec ce logo sur la rose, je trouve ça très, 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 très joli.
Christian Dior aussi, alors que Pierre-François Pascal Guerlain était un parfumeur quand il a créé sa collection. Rosa Centifolia, extrait, édition limitée. Parce qu'on sait qu'on a très peu, on sait qu'elle est très précieuse. Et puis, je voudrais rendre hommage quand même à monsieur Christian Dior. Alors, je ne vais pas sentir celui de Lancôme, même si je travaille chez Lancôme. Pourquoi ? Parce que la fragrance qu'on va vous passer, le parfum, s'appelle la colle noire. Et cette colle noire, elle fait aussi référence, et vous savez que dans la collection privée de Christian Dior, on a des dates, des symboliques très importantes dans l'histoire de cette collection privée, puisqu'il y a un parfum qui s'appelle New Look, comme la collection de Christian Dior, il y a un autre parfum qui s'appelle Gris Montaigne, et puis il y a la colle noire. Et cette colle noire, elle fait référence à ce château de la Colle Noire, qui est pas très loin de Cayenne. Et d'ailleurs, dans le village de Cayenne, Christian Dior y est enterré. Et ce parfum, il est exceptionnel. Il a été créé par un parfumeur que je connais bien, qui s'appelle Monsieur François de Machy, qui a été parfumeur jusqu'à il y a très peu de temps. Et pour moi, c'est la quintessence de la rose qui a été mise dans ce flacon. La Colle Noire, ça fait référence à ce château de la Colle Noire à Montauroux, que vous connaissez peut-être. Alors, il y en a beaucoup de parfums, il y a énormément de parfums autour de la rose. Certains vont justement mettre en exergue les facettes plus fruitées, plus poudrées. Et puis, comme celui-ci, on a vraiment l'impression d'être dans les jardins de la Colle Noire et de sentir cette magnifique rose. Il vous plaît ? Oui ? Bon, oui, hein. Pour terminer, parce que autrement on reste ensemble pour la journée, moi ça ne me dérange pas. Mais voilà une citation que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est très symbolique à la fois et ça évoque à la fois ce don qu'on va donner, aussi bien les parfumeurs que les amoureux de la nature, des végétaux, de la rose, et cette mémorisation personnelle qu'on a ou d'une rose ou d'un parfum quand on a senti, touché cette rose, ou bien senti et mémorisé le sillage, comme celui-ci, d'un parfum qui va tout de suite nous ramener soit à la personne, soit à l'ambiance, soit au lieu. Et je trouve ça extraordinaire. Je dis toujours à mes étudiants de l'école de parfumerie, quand vous sentez une essence, comme les 2 premières que vous avez senties, mémorisez de façon personnelle, puisque vous allez vous constituer une bibliothèque olfactive. Et la bibliothèque olfactive, chez nous, elle est constituée de 2000 à 3000 odeurs. Ça veut dire qu'il faut véritablement, au fil des années, entrer en symbiose avec toutes ces odeurs, avec toutes ces essences. Et je peux vous dire, là vous avez senti la rose, mais il y en a qui ne sentent pas la rose du tout. Mais du tout, ce sont des odeurs animales qui nous permettent, comme la civette, des choses épouvantables. Moi quand j'ai senti ça, à l'école de parfumerie, je me dis, mais comment on peut mettre des choses horribles comme ça dans un parfum ? Oui, mais ça met en lumière d'autres choses. Ça fixe les parfums. Il faut les utiliser, il faut mettre ceci, cela. Pour terminer, c'est l'art de composer. Mais l'art de composer n'existerait pas si nous n'avions pas une mémoire olfactive extraordinaire et si nous ne faisions pas justement cet exercice, et mieux que ça, d'aller chercher les fragrances, notamment de la rose, et d'aller la disséquer. Alors après, oubliez tout ce que je vous ai dit. Peut-être pas tout, quand même. Et la prochaine fois que vous sentirez une rose, je pense que vous allez quand même vous poser la question de vous dire « Ah, est-ce qu'elle est fruitée, poudrée, boisée, florale ? Qui sait ?» Et puis il y en a qui sont parfumés, il y en a qui ne sont pas parfumés. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et puis... Merci. Et puis répondre à vos questions si j'espère que vous en avez. Gardez bien les mouillettes, hein, parce que après une conférence, si je vois les mouillettes dans la poubelle, ça ne va pas. Hein. Alors, avez-vous des questions ? Combien faut-il d'années d'études pour devenir parfumeur ? Ça, c'est une bonne question. Merci, madame. Alors, les années d'études pour apprendre à devenir parfumeur, elles sont
relativement longue déjà, il faut à peu près 5 années. Et puis au bout de ces 5 années, on considère qu'on est élève parfumeur ou apprenti parfumeur. C'est-à-dire que c'est un métier de transmission et on va travailler aux côtés d'un maître parfumeur qui, lui, va nous transmettre au fil des années, j'allais dire, l'art de composer et l'expérience aussi. Hein, parce que c'est un métier où on revient très souvent sur une formule. Même si on connaît les ingrédients, on établit une formule, et puis une formule, elle est véritablement composée de 50 à 60 essences différentes. Donc on doit les connaître, on doit connaître leur volatilité. Est-ce que ce sont des notes de tête qui sont très volatiles, des notes de cœur ou des notes de fond? Un patchouli dans un parfum n'a pas le même effet qu'une essence de citron. Une essence de citron, c'est une note de tête. Le patchouli, on sait que c'est une belle note boisée. Donc ça veut dire qu'il faut se remettre sur la formulation d'année en année. Et je dirais une dizaine d'années. Et puis en posant la question aux parfumeurs que je connais bien, parce qu'il y a souvent des légendes autour de la parfumerie en disant mais c'est excessivement long de créer un parfum une fois qu'on a un brief. Alors, oui, c'est très long. Et puis en moyenne il faut 2 ans. Mais oui, ça c'est vrai aussi, parce qu'on y revient. Et puis parce que finalement on interprète quelque chose comme le musicien, parce qu'on a vraiment le vocabulaire qui est très similaire à celui de la musique. On parle de notes, on parle d'accords, on parle de composition. Donc c'est très long. C'est un très long cheminement, très artistique. Merci pour votre question.